Entreprendre autrement, c'est énigmatique comme titre. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère et cette énigme? Oh bien écoutez, Philippe, je ne pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se cache. Simplement, moi, de toute ma vie, j'ai entrepris dans une entreprise, dans des institutions, et j'ai trouvé quand même que dans cette deuxième partie de la vie d'entrepreneur, c'était un petit peu différent. Et je pense que dans le secteur public, ou même quand on est confronté à d'autres situations, on a toujours envie d'entreprendre, mais ce n'était plus tout à fait de la même façon. Véritablement, je n'ai pas senti de différence entre être chef d'entreprise ou entreprendre dans une institution publique. C'est pour ça que j'ai aimé le mot autrement. À un moment, vous racontez dans votre livre, Entreprendre autrement, les mémoires de la deuxième vie de l'entrepreneur, que le ministère des Affaires étrangères vous propose le poste de conseiller culturel et de coopération en Irak. On est alors en 2003, en pleine guerre, parce que grosso modo, on vous explique que personne ne veut y aller. Est-ce que vous prenez cette proposition comme une humiliation Non, ou alors comme un défi? c'était très simple, je l'ai pris tout de suite comme un défi. On était, pas tout à fait en 2003, on était en 2002, septembre 2002. Et effectivement, le ministère des Affaires étrangères m'a dit, je n'ai plus qu'un seul poste pour vous, c'est l'Irak. Mais j'ai senti qu'il fallait y partir en Irak et entreprendre une coopération qui était nouvelle et qui était dans un moment très difficile, puisque 3 mois après, le conflit commençait. Et donc, il fallait inventer quelque chose qui n'était pas traditionnel. Donc, je ne l'ai pas du tout pris comme une humiliation, je l'ai pris comme un défi où il fallait aller représenter la France au niveau culturel et au niveau de la coopération et essayer de trouver un moyen de continuer à intéresser les Irakiens. Il y a la possibilité de développer de la culture dans un pays en guerre et dans les conditions où c'était à l'époque. Il y a de la place pour la culture dans ce cadre-là. Alors, il faut faire un petit mélange entre culture et coopération. La culture, oui, parce que on est toujours dans des pays difficiles à la recherche de quelque chose qui vous calme. Et la culture calme. La culture fait aussi penser à autre chose. Et comme vous le savez, le réseau culturel français à l'étranger est très développé. Et à Bagdad, il y avait un institut français qui était un petit peu le refuge de l'élite baghdadi qui venait, francophone ou pas, mais qui venait, je dirais, se calmer et penser à autre chose. Et puis, il y a aussi la coopération, même en temps de conflit. La coopération, c'était dans ce cas-là d'aller proposer à de jeunes Irakiens, de l'élite irakienne, d'aller en France pour continuer leurs études. Quel bilan peut-on faire de cette coopération dans ce pays en guerre et dans ce contexte-là? Alors, le bilan que j'en fais, c'est que la France continue à être un pays d'influence. Donc, même en temps de conflit, il y a des choses à faire. C'était difficile, c'était un petit peu restreint comme activité, mais il y avait de quoi faire. Et donc, ce bilan, c'est nous avons eu raison de rester le plus longtemps possible en Irak pour maintenir cet esprit culturel et coopératif français. Même si je n'ai jamais rencontré autrement que dans des dîners, je ne dirais pas mondains, mais dans des dîners sociétaux, je n'ai jamais parlé avec Bremer de coopération. Je rappelle que Bremer était le représentant des États-Unis. Je n'ai jamais parlé vraiment de coopération, on était un petit peu écartés, c'est vrai, mais il y avait de quoi faire. Donc le bilan est plutôt positif. En temps de conflit, la France peut apporter un peu de bonheur aux populations locales.
Sur le plan plus personnel, est-ce qu'on a peur quand on est en Irak dans ces années-là? Alors je pense qu'on n'a pas la peur au ventre de tous les jours. En revanche, lorsque vous pensez à votre famille, et en particulier quand vous partez de Bagdad vers l'aéroport, vous dites, s'il y a un attentat, je ne rentre pas. Et je laisse mes enfants derrière ou devant moi. C'est le seul moment où on a véritablement peur. Mais même avec un gilet pare-balles, sur un campus où vous avez des élèves barbus qui vous regardent de façon désagréable, moi, j'avais pas peur. Vous avez récemment participé à un groupe de travail qui a rédigé un rapport visant à développer l'attractivité médicale de la France à travers la création d'une agence, une Médicale France. C'est à peu près la même démarche que vous aviez initiée dans les années 90 avec EduFrance, qui visait à développer l'attractivité éducative de la France. Est-ce que ça signifie, ce parallélisme des démarches, que pour entreprendre autrement, il faut forcément avoir l'État avec soi et une agence publique? Alors, je pense que pour entreprendre autrement, il ne faut pas forcément une agence étatique. Ça dépend des sujets. Cela dit, vous l'avez vu vous-même, l'accueil des patients étrangers, qui ne sont pas uniquement les riches des États riches, c'est aussi des gens qui ont un peu d'argent ou qui veulent simplement se faire soigner. Donc je ne ferai pas de différence entre véritablement riches et moins riches, il y a simplement la volonté française d'attirer des patients étrangers. Je crois que c'est ça qu'il faut rester là-dessus. Mais il y a beaucoup de freins. Il y a des attitudes médicales, il y a des attitudes de l'administration sanitaire qui doivent être un petit peu revues. Et puis il y a un certain nombre de services qui environnent le malade et qui doivent être donnés de façon relativement facilement à ces populations qui sont un petit peu perdues malgré tout. Donc il faut un état d'esprit. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le milieu médical, l'état d'esprit n'est pas véritablement à recevoir des patients étrangers. Donc, il faut certainement une structure légère, comme nous l'avions fait pour EduFrance en 1998, mais une structure un peu différente, de manière à ce que les étrangers bénéficient de notre savoir-faire, de notre grande capacité à soigner correctement des malades. Quelles seront ou quelle sera la dernière, ou plus exactement la prochaine aventure de l'entrepreneur qui entreprend autrement? Eh bien, je crois que certainement pas la dernière, mais celle que j'essaye de construire actuellement, c'est de mettre en place et de maintenir une petite maison d'édition entre les versions papier et les versions numériques. Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, et non pas pour de la littérature générale, mais pour donner aux jeunes l'envie de lire, de regarder, d'écouter et de lire autrement.